La musique classique emplissait le salon du Musée d'art moderne de Paris, d'une élégance que Raphaël Dubois feignait d'apprécier. Il ajusta le nœud de sa cravate italienne, observant les invités qui circulaient entre sculptures contemporaines et coupes de champagne. Ce genre d'événement caritatif faisait partie du package lorsque l'on atteignait le sommet du bâtiment et des travaux publics parisiens. Sourire, serrer des mains, faire des dons généreux et rentrer seul à la maison, comme toujours. Raphaël avait 38 ans et dirigeait Dubois Ingénierie, une entreprise de construction qu'il avait bâtie de zéro. Fils d'une couturière et d'un maçon qu'il avait abandonné enfant, Raphaël avait transformé la colère et le besoin en carburant. À 25 ans, il dirigeait déjà son premier chantier. À 30 ans, il était propriétaire de sa propre entreprise. À 35 ans, ses immeubles marquaient déjà le skyline du sud de Paris. Mais ce samedi soir, entouré de gens importants, il ressentait ce vide familier que même le dernier contrat millionnaire n'avait pas réussi à combler. Ce fut alors qu'il la vit. Marianne Leclerc se tenait à quelques mètres, conversant avec animation avec un groupe près d'une installation lumineuse. Le cœur de Raphaël s'emballa d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis exactement 3 ans. Elle portait une robe bleu marine qui mettait en valeur sa posture élégante, ses cheveux châtains relevés en un chignon impeccable. Elle était exactement comme il s'en souvenait, mais en même temps différente. Plus mature peut-être, plus distante certainement. 3 ans. 1095 jours depuis que Marianne avait quitté son appartement pour la dernière fois, emportant 2 valises et une expression de fatigue qui le hantait encore. Raphaël se souvenait de chaque mot de cette discussion finale. Elle avait imploré de l'attention, de la présence, d'un homme qui ne serait pas toujours collé à son téléphone à répondre aux emails du chantier. Il avait promis de changer, comme toujours. Elle n'y avait plus cru, comme toujours. Raphaël prit une coupe juste pour avoir quelque chose dans les mains et s'éloigna dans la direction opposée, essayant de digérer la surprise. Marianne était à Paris. Il s'imaginait qu'elle avait poursuivi ses projets de déménager à Lyon, où une importante galerie l'avait invitée à travailler. Mais la voilà, radieuse et apparemment heureuse, sur son territoire. Il lui fallut moins de 5 minutes pour en découvrir la raison. L'un des architectes partenaires de l'entreprise de construction, qui fréquentait également ces événements, s'approcha avec un sourire conspirateur. « Vous avez vu qui est là ? Marianne Leclerc. Elle est revenue à Paris il y a environ 8 mois. Elle est devenue conservatrice de l'espace d'art contemporain de l'Institut Beaumont. Et regardez, elle est fiancée à Philippe Beaumont. Vous connaissez les Beaumont, n'est-ce pas ? Famille traditionnelle, propriétaire de cette industrie textile centenaire. » Raphaël sentit le sol disparaître sous ses pieds. Fiancé. Le mot résonna dans son esprit comme une cloche funèbre. Il chercha Marianne du regard et ne remarqua qu'alors la bague en diamant à son doigt. À côté d'elle, un homme blond d'environ 40 ans, costume impeccable et posture aristocratique, tenait sa main avec familiarité. Philippe Beaumont avait le genre de visage que l'on voyait dans les magazines d'affaires traditionnels, cet air de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de se battre pour quoi que ce soit, parce que tout était déjà garanti par son nom de famille. Raphaël les observa de loin, incapable de détourner le regard. Philippe disait quelque chose, et Marianne souriait. Mais c'était un sourire poli, contrôlé. Ce n'était pas le sourire large et authentique que Raphaël avait connu, celui qui illuminait tout son visage lorsqu'il regardait de mauvais films sur le canapé, ou lorsqu'il réussissait enfin à rentrer à la maison avant 22 heures. Ce sourire, il ne l'avait pas vu depuis des années, même lorsqu'ils étaient encore ensemble. Quelqu'un l'appela par son nom, mais Raphaël l'enregistra à peine. Son esprit travaillait déjà à toute vitesse, analysant la situation comme il le faisait avec des projets d'ingénierie complexes. Marianne était de retour. Elle était fiancée. Mais elle n'était pas heureuse. Il connaissait cette femme trop profondément pour ne pas percevoir la différence. Il y avait quelque chose d'éteint en elle, une lumière qui manquait dans les yeux bruns qu'il avait tant aimés. La vérité commença à lui apparaître lentement, comme une démolition contrôlée qu'il avait supervisée des dizaines de fois. Toutes ces années à construire des empires, à ériger des tours, à décrocher des contrats millionnaires. Pourquoi faire ? Pour rentrer chaque soir dans un appartement vide à La Défense, dîner seul en commandant des plats à emporter, dormir 4 heures et recommencer. Il avait du succès, il avait de l'argent.
Il avait du respect sur le marché, mais il n'avait rien qui comptait vraiment. Il n'avait pas Marianne. La thérapeute qu'il avait commencé à consulter quelques mois auparavant, plus par insistance de sa sœur que par volonté propre, ne cessait de dire qu'il utilisait le travail comme une échappatoire. Raphaël rétorquait toujours que le travail n'était pas une échappatoire quand on construisait quelque chose de réel, quand on créait des emplois, quand on transformait des paysages urbains. Mais à ce moment-là, observant la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée porter une bague qui ne venait pas de lui, la vérité lui tomba dessus avec le poids d'une poutre de béton. Il était vide. Et il l'avait toujours été. Marianne se tourna vers lui presque comme si elle sentait le poids de son regard. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une seconde interminable. Raphaël vit le choc traverser son visage, la surprise suivie de quelque chose qu'il ne sut identifier. Peur, colère, tristesse. Avant qu'il ne puisse déchiffrer, elle détourna le regard et tira Philippe gentiment par le bras, le guidant vers une autre zone du salon. Raphaël resta immobile, tenant la coupe de champagne qu'il n'avait pas l'intention de boire. Autour de lui, les gens continuaient de converser, de rire, de faire du réseautage. La vie suivait son cours normal pour tous, sauf pour lui. Plus tard, déjà chez lui, Raphaël ne parvint pas à dormir. Il resta sur le balcon de son appartement, observant les lumières de la ville, pensant à la façon dont il en était arrivé là. 38 ans, un patrimoine à 8 chiffres, une entreprise solide. Et complètement seul. Il prit son téléphone et ouvrit Instagram pour la première fois depuis des mois. Il trouva le profil de Marianne sans difficulté. Les photos récentes montraient des expositions d'art, des vernissages, quelques clichés de voyage. Et oui, il y avait des photos avec Philippe. Beaucoup d'entre elles. L'annonce des fiançailles avait été faite 2 mois auparavant, lors d'une fête discrète dans la maison de la famille Beaumont dans un quartier chic de Neuilly-sur-Seine. Raphaël lut les commentaires. Félicitations. Meilleurs vœux. Quel beau couple. Il ferma l'application avant de faire une bêtise, comme liker une vieille photo ou, pire, envoyer un message. Marianne Leclerc. La femme qu'il avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise 5 ans auparavant, quand elle n'était encore qu'une passionnée d'art essayant de se faire un nom sur le marché. Il se souvenait de leur conversation, de la façon dont elle parlait de la capacité de l'art à capturer des émotions que les mots ne pouvaient atteindre. Raphaël, toujours pratique, avait trouvé cela trop romantique, presque naïf. Mais il avait été envoûté tout de même. La relation avait commencé rapidement et intensément. Les premiers mois, Raphaël avait vraiment essayé d'équilibrer travail et relations, mais à mesure que l'entreprise grandissait, les priorités changeaient. Dîners annulés, week-ends sacrifiés, anniversaires oubliés. Marianne avait tenu bon pendant 3 ans, espérant toujours que la période difficile passerait, qu'il tiendrait enfin ses promesses de ralentir le rythme, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Raphaël ne l'avait jamais blâmé pour sa décision de partir. Comment aurait-il pu? Il savait exactement le genre de petit ami qu'il avait été, absent, distrait, toujours avec la moitié de son esprit sur un problème de chantier, promettant des changements qui ne venaient jamais. Marianne méritait mieux. Elle méritait quelqu'un de présent, quelqu'un qui la mettrait en premier, quelqu'un comme Philippe Beaumont, apparemment. La pensée apporta une pointe de jalousie que Raphaël n'avait pas ressentie depuis des années, jalousie mêlée de regret, de colère contre lui-même, d'une clarté soudaine et douloureuse. Il avait perdu la seule personne qui comptait vraiment, et maintenant, elle était sur le point d'épouser un autre homme. Raphaël se dirigea vers son bureau à la maison et alluma l'ordinateur. Il fit des recherches sur Philippe Beaumont et sur sa famille. Ce qu'il trouva était exactement ce à quoi il s'attendait. Tradition, argent ancien, entreprise centenaire. Philippe avait pris la présidence de Textile Beaumont 5 ans auparavant, succédant à son père. Il y avait quelques articles sur la modernisation de l'industrie, les partenariats internationaux, l'expansion du marché. Tout était très formel, très sûr, très prévisible. C'était tout ce que Raphaël n'était pas, et probablement tout ce dont Marianne avait besoin après 3 ans avec un bourreau de travail qui l'avait déçu à plusieurs reprises. Il éteignit l'ordinateur et retourna sur le balcon. Le ciel de Paris commençait à s'éclaircir, annonçant la promesse d'un autre dimanche. Raphaël avait des réunions prévues l'après-midi pour revoir les projets de la nouvelle tour commerciale à la Défense.
Il avait des propositions à analyser. Il avait des fournisseurs à presser. Il avait 1000 choses qu'il avait toujours. Mais pour la première fois depuis des années, rien de tout cela ne semblait important. Une seule chose occupait son esprit. Une décision se formait, encore nébuleuse, encore effrayante. Raphaël Dubois n'était pas homme à abandonner. Il avait bâti un empire littéralement de ses propres mains. Il avait surmonté des obstacles qui auraient fait tomber des hommes 2 fois plus forts. Et maintenant, il faisait face au plus grand défi de sa vie. Reconquérir Marianne Leclerc. 6 mois. C'était le temps que prenait habituellement un mariage après des fiançailles dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait maintenant. Peut-être moins, peut-être plus. Mais Raphaël était sûr d'une chose, alors qu'il regardait le soleil se lever sur la ville qu'il avait aidé à construire, mais qui ne l'avait jamais vraiment rendu heureux. Il ne laisserait pas Marianne épouser Philippe Beaumont sans au moins essayer de lui montrer qui il pouvait être, qui il aurait dû être depuis le début. Non pas avec des manipulations ou des jeux sales, mais en changeant réellement, en prouvant que l'homme qui l'avait déçue pouvait devenir l'homme qu'elle méritait. Et tout commencerait le lundi suivant, par un appel que Raphaël avait repoussé pendant des mois. À la thérapeute qu'il n'avait consultée que 3 fois, trouvant toujours des excuses pour annuler les séances suivantes. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il s'engagerait réellement dans le changement. Car pour la première fois de sa vie, Raphaël Dubois comprenait une vérité fondamentale. Peu importait le nombre d'immeubles qu'il construisait s'il ne parvenait pas à construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Et cette vie, il le savait maintenant avec une certitude absolue, n'avait de sens qu'avec Marianne dedans. Le lundi arriva avec l'agitation typique de Paris. Raphaël se réveilla à 6 heures du matin, mais cette fois, il ne plongea pas immédiatement dans ses emails. Il resta quelques minutes de plus allongé, organisant ses pensées. La décision prise le dimanche palpitait encore fermement dans sa poitrine. Il appellerait la thérapeute. Il commencerait le vrai changement. Et il trouverait un moyen de se rapprocher de Marianne sans paraître désespéré ou envahissant. Le rendez-vous fut fixé pour le jeudi après-midi. Dr Hélène Fournier recevait dans un cabinet discret dans le 8e arrondissement. Raphaël l'avait choisi des mois auparavant sur la recommandation de sa sœur Béatrice, qui avait insisté pour qu'il traite ce qu'elle appelait son addiction au travail. À l'époque, Raphaël avait trouvé le terme exagéré. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Les jours suivants, Raphaël maintint sa routine de travail, mais commença à observer ses propres habitudes avec plus d'attention. Il remarquait comment il vérifiait son téléphone de manière compulsive, comment son esprit divaguait vers des problèmes de chantier, même pendant des conversations occasionnelles. Comment il devenait anxieux lorsqu'il ne résolvait rien. La thérapeute avait raison, Béatrice avait raison, Marianne avait toujours eu raison. Le jeudi, ponctuellement à 16 heures, Raphaël était assis dans la salle d'attente du cabinet. Dr Hélène, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant et à la voix calme, le reçut avec un sourire discret. « Raphaël, quelle bonne surprise. Je pensais que vous ne reviendriez pas, dit-elle, sans jugement dans la voix. Moi aussi, admit Raphaël s'installant dans le fauteuil, mais certaines choses ont changé. Pendant l'heure suivante, il raconta tout. Les retrouvailles avec Marianne, ses fiançailles, la clarté soudaine sur le vide dans sa vie, la décision de changer réellement, non seulement pour elle, mais pour lui-même. Dr Hélène écouta attentivement, posant des questions précises, sans offrir de solutions faciles. « Raphaël, vous parlez d'une transformation profonde, dit-elle à la fin. Il ne s'agit pas de reconquérir une femme, il s'agit de comprendre pourquoi vous utilisez le travail comme bouclier. Il s'agit d'affronter la douleur que vous portez depuis le départ de votre père. Il s'agit d'apprendre à être présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. » Raphaël déglutit difficilement. Parler de son père était toujours difficile. Alain Dubois avait abandonné la famille quand Raphaël n'avait que 7 ans, laissant sa mère, Madame Cécile, seule avec 2 jeunes enfants. L'homme avait simplement disparu, sans explication, sans regarder en arrière. Madame Cécile avait travaillé jusqu'à l'épuisement comme couturière pour élever ses enfants. Raphaël avait grandi déterminé à être tout ce que son père n'avait pas été. Responsable, travailleur, présent. Ironiquement, il était devenu absent d'une autre manière. « Je ne suis pas comme lui »,
dit Raphaël défensif. Non, vous ne l'êtes pas. Mais vous portez les blessures qu'il a laissées, répondit Hélène avec douceur. Et ces blessures ont façonné vos choix. Vous travaillez obsessivement parce que vous avez besoin de prouver que vous avez de la valeur, que vous n'êtes pas comme votre père. Mais ce faisant, vous avez fini par répéter le schéma d'absence, mais d'une autre manière. Les mots firent mal parce qu'ils étaient vrais. Raphaël quitta le cabinet la tête lourde, mais aussi avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Hélène avait fixé des séances hebdomadaires pour les mois suivants. Ce serait un long processus, avait-elle averti, sans raccourci, sans garantie. En attendant, Raphaël devait trouver un moyen de se rapprocher de Marianne. Il ne pouvait pas simplement réapparaître dans sa vie sans raison. Il avait besoin d'un prétexte, quelque chose de naturel. La réponse vint par Béatrice. Sa sœur, professeure de littérature et grande amatrice d'art, mentionna casuellement lors d'un déjeuner de famille le dimanche suivant qu'elle irait à une nouvelle exposition à l'Institut Beaumont. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. « Je peux venir avec toi ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. Béatrice haussa un sourcil. « Toi ? À une exposition d'art ? Raphaël, tu n'as pas mis les pieds dans un musée depuis que maman nous y traînait quand nous étions enfants. »« J'essaie d'élargir mes horizons, » répondit-il, et ce n'était pas un mensonge. « De plus, il est temps que je soutienne davantage tes activités. » Sa sœur l'étudia un instant, méfiante, mais finit par accepter. « D'accord, c'est mercredi prochain à 19h. Mais si tu restes collé à ton téléphone, je te tue. » Raphaël sourit. « Je promets de faire attention. » La semaine suivante s'étira. Raphaël se força à déléguer plus de tâches, à faire confiance à son équipe, à ne pas micro-gérer chaque détail de chaque chantier. Ce fut difficile, parfois angoissant. Mais il persista. Lors des séances avec Hélène, ils exploraient ses problèmes de contrôle, sa peur que tout s'effondre s'il ne supervisait pas personnellement. « Vous avez construit une entreprise solide, Raphaël. Vous avez des professionnels compétents. Mais si vous mouriez demain, l'entreprise continuerait de fonctionner. Cela ne diminue pas votre importance. Cela montre simplement que vous avez fait du bon travail en formant une équipe, » souligna Hélène lors d'une des séances. L'idée qu'il n'était pas indispensable était à la fois libératrice et terrifiante. Le mercredi arriva enfin. Raphaël s'habilla avec soin, choisissant un blazer décontracté sur une chemise blanche et un jean foncé. Rien de trop formel, rien qui ne paraisse trop ostentatoire. Béatrice passa le chercher à 6h30. « Tu es nerveux » observa-t-elle dès qu'il monta dans la voiture. « Je le suis ?» Raphaël feignit l'indifférence. « Tes doigts tapotent sur ton genou. Tu ne fais ça que... »« Quand tu es nerveux, qu'est-ce qui se passe, Rapha ?» Raphaël soupira. Inutile de mentir à Béatrice. Elle le démasquait toujours. « Marianne sera là. Elle travaille à l'Institut maintenant. » Béatrice s'arrêta au feu rouge et se tourna pour le regarder. « Ah, c'est donc ça. Raphaël, elle est fiancée. »« Je sais. »« Et tu l'aimes toujours ?» Ce n'était pas une question, mais Raphaël répondit tout de même. « Je l'ai toujours aimé. J'ai juste été trop idiot pour le montrer quand j'en avais la chance. » Sa sœur soupira. « Écoute, j'adorais vous. Voir ensemble, toi et Marianne. Vous aviez du sens. Mais tu l'as beaucoup blessée, Rapha, et si elle a trouvé quelqu'un qui la rend heureuse, tu n'as pas le droit de gâcher ça. »« Je ne gâcherai rien. Je veux juste une chance de montrer que j'ai changé. Si malgré tout elle choisit de rester avec lui, je respecterai. » Béatrice ne sembla pas convaincue, mais ne discuta pas davantage. Le reste du trajet se déroula en silence. L'Institut Beaumont occupait un hôtel particulier historique à Neuilly-sur-Seine, rénové pour abriter des expositions d'art contemporain. Quand Raphaël et Béatrice entrèrent, le vernissage était déjà très fréquenté. Artistes, critiques, collectionneurs et passionnés circulaient parmi les œuvres, coupes de vin à la main, des conversations animées résonnant dans l'espace. Raphaël la vit presque immédiatement. Marianne était près de l'entrée, conversant avec un groupe de personnes plus âgées, probablement des collectionneurs importants. Elle portait une robe vert mousse qui mettait en valeur ses yeux, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules. Elle était belle et professionnelle, gesticulant avec animation tout en expliquant quelque chose sur l'exposition.
Raphaël se força à détourner le regard et à accompagner Béatrice à travers la galerie. Ils observèrent les œuvres, des peintures abstraites vibrantes qui exploraient les thèmes de l'identité et de l'appartenance. Béatrice commentait chaque pièce avec enthousiasme. Raphaël essayait de faire attention, il essayait vraiment, mais ses yeux continuaient à chercher Marianne dans l'espace. Elle le remarqua finalement alors qu'il se tenait devant une toile particulièrement grande, feignant de l'étudier en profondeur. Raphaël sentit le poids de son regard avant même de tourner la tête. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, il lui offrit un petit sourire, presque timide. Marianne hésita, clairement surprise de le voir là, mais lui rendit le salut d'un léger mouvement de tête avant de reporter son attention sur les personnes avec qui elle conversait. « Tu es trop évident », murmura Béatrice à ses côtés. « Détends-toi, apprécie l'art. Si une conversation doit avoir lieu, elle se fera naturellement. » Raphaël hocha la tête, ravalant son anxiété. Il prit une coupe de vin blanc qu'un serveur offrait et tenta de se concentrer sur les œuvres. Étonnamment, une des peintures le captiva réellement. C'était un paysage urbain chaotique, des immeubles s'élevant à des angles impossibles, des fenêtres allumées formant des motifs qui ressemblaient à des codes. Il y avait quelque chose de familier et de perturbant à la fois. Intéressant, n'est-ce pas? La voix de Marianne derrière lui le fit se retourner rapidement. Elle était à quelques pas, seule, tenant un presse-papier. Elle s'appelle Babel moderne. L'artiste a voulu représenter la solitude dans les grandes villes. Comment on peut être entouré de millions de personnes, et pourtant complètement isolé? Raphaël déglutit difficilement. C'était la première fois qu'ils se parlaient en 3 ans. Ça a du sens, dit-il en gardant sa voix contrôlée. C'est exactement comme ça que Paris semble parfois. Marianne l'étudia un instant, comme si elle cherchait quelque chose sur son visage. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'art. J'essaie d'élargir mes horizons, répondit Raphaël, faisant écho aux mots qu'il avait dit à Béatrice. J'ai réalisé que j'avais passé trop de temps concentré uniquement sur le travail. J'essaie de changer ça. Elle haussa un sourcil sceptique. Les changements prennent du temps, Raphaël. Des promesses, j'en ai déjà assez entendu. La froideur dans sa voix blessa Raphaël plus qu'il ne s'y attendait, mais il le méritait. Je sais. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas croire. Mais cette fois, c'est différent. Pourquoi? Raphaël aurait pu mentir, aurait pu donner une réponse sûre et vague. Mais il décida d'être honnête. Parce que j'ai enfin compris ce que j'ai perdu, et j'ai compris que je dois changer pour moi-même, pas seulement pour quelqu'un d'autre. Je suis en thérapie. Pour de vrai cette fois. Marianne parut surprise. Thérapie. 2 fois par semaine, je travaille sur mes problèmes. Le bourreau de travail que je suis, les choses avec mon père, tout. Pendant un instant, quelque chose changea dans son expression. La dureté céda la place à quelque chose de plus doux, peut-être de la curiosité, peut-être le reste de l'affection qu'elle avait un jour ressentie pour lui. Mais elle se ressaisit ensuite, relevant à nouveau les barrières. « Je suis contente pour vous, Raphaël, vraiment. Tout le monde mérite de mieux se connaître et de s'améliorer, » dit-elle, trop formellement. « Mais je dois retourner au travail, profiter de l'exposition. » Elle s'éloigna avant que Raphaël ne puisse répondre, le laissant immobile, seul devant la Babel moderne. Béatrice apparut à ses côtés quelques secondes plus tard. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Douloureux, mais c'est un début, » répondit Raphaël, les yeux suivant toujours Marianne dans le salon. Les semaines suivantes, Raphaël établit une routine qui surprendrait quiconque le connaissait. Il commençait ses journées par des promenades au bois de Boulogne, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ensuite, il travaillait intensément de 8 heures à midi, déjeunait tranquillement, reprenait son travail de 14 heures à 17 heures et s'arrêtait. Il s'arrêtait tout simplement. Il ne ramenait pas de travail à la maison. Il ne répondait pas aux appels du chantier après 18 heures, sauf en cas d'urgence réelle. Et il découvrit, à sa surprise, que l'entreprise ne s'effondrait pas. Les associés et les managers furent d'abord surpris, mais s'adaptèrent rapidement à la nouvelle dynamique. Raphaël délégua davantage, fit plus confiance, et réalisa que son équipe était bien plus compétente qu'il ne l'avait cru. Lors des séances avec Dr Hélène, ils exploraient comment son perfectionnisme et son besoin de contrôle étaient enracinés dans la peur de l'abandon. S'il contrôlait tout, rien ne pouvait mal tourner. S'il travaillait sans relâche, il prouverait sa valeur.
S'il ne s'arrêtait jamais, il n'aurait pas le temps de ressentir la douleur. Mais vous devez ressentir, Raphaël, disait Hélène. Vous devez traiter la colère, le ressentiment, le deuil du père que vous n'avez jamais eu. Tant que vous fuirez cela par le travail, vous continuerez à répéter les mêmes schémas. Raphaël commença à fréquenter plus d'événements culturels, expositions, pièces de théâtre, même un opéra qui le laissa confus mais étrangement touché. Et chaque fois que possible, il choisissait des événements à l'Institut Beaumont. Non pas pour poursuivre Marianne, se disait-il, mais parce qu'il apprenait sincèrement à apprécier l'art. Le fait de la croiser occasionnellement n'était qu'une coïncidence. Les rares fois où ils se rencontraient, ils échangeaient des salutations polies. Marianne gardait une distance professionnelle, mais Raphaël remarquait qu'elle l'observait quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il notait sa surprise discrète lorsqu'il démontrait une réelle connaissance des œuvres, lorsqu'il posait des questions intelligentes aux artistes, lorsqu'il s'attardait à contempler une pièce. Il ne faisait pas semblant. Il découvrait réellement une connexion avec l'art qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Philippe Beaumont apparaissait occasionnellement à ces événements, toujours impeccable, toujours courtois, toujours ennuyé. Raphaël l'observait avec un mélange d'envie et de pitié. L'homme avait Marianne, il avait la bague à son doigt, il avait la promesse d'un avenir ensemble. Mais il semblait complètement indifférent aux joyaux qu'il possédait. Il traitait Marianne avec une affection distante, comme si elle était une belle pièce de décoration, admirable mais pas essentielle. Ce fut lors d'un de ces événements que Raphaël prit son courage à deux mains. C'était début mai, une exposition sur la photographie française contemporaine. Marianne était seule, prenant des notes sur son presse-papier, lorsque Raphaël s'approcha. « Marianne, puis-je vous parler un instant? En privé ?» Elle leva les yeux, hésitante. « Raphaël, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît, juste quelques minutes. Je promets de ne pas dépasser les bornes. » Après un moment d'hésitation, elle accepta. Ils sortirent dans le jardin intérieur de l'Institut, où quelques sculptures étaient exposées sous les étoiles. L'air de mai était frais et agréable. « Qu'est-ce que vous voulez, Raphaël ?» demanda-t-elle, croisant les bras de manière défensive. « Je veux m'excuser, vraiment, pour l'homme que j'ai été quand nous étions ensemble, pour les promesses non tenues, pour votre 30e anniversaire que j'ai gâché, en restant coincé dans une réunion que j'aurais pu reporter, pour toutes les fois où j'ai choisi le travail plutôt que vous, pour vous avoir fait sentir que vous n'étiez pas importante alors que vous étiez la chose la plus importante dans ma vie. » Marianne cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cela. « Raphaël, c'était il y a 3 ans. J'ai surmonté, j'ai avancé. Vous devriez faire de même. » « Vous avez surmonté? Vraiment ?» Raphaël fit un pas en avant, prudent. « Parce que quand je vous vois, je ne vois pas la même lumière dans vos yeux. Je ne vois pas ce sourire qui illuminait des pièces entières. Je vois quelqu'un qui se comporte correctement, qui fait tout ce qu'on attend. Mais je ne vous vois pas vraiment heureuse. »« Vous ne me connaissez plus, » répondit-elle, mais sa voix trembla légèrement. « Vous n'avez pas le droit de faire des suppositions sur mon bonheur. Vous avez raison. Je suis désolé. Je voulais juste que vous sachiez que je change. Pas pour vous, bien que vous soyez une part importante de ma motivation, mais pour moi. Parce que j'ai réalisé que je vivais une vie vide. Travail, travail et encore travail. Pourquoi faire? Pour mourir seul dans un appartement rempli de trophées qui ne signifient rien. » Marianne le regarda longuement. « Je suis contente que vous preniez soin de vous. Mais Raphaël, je suis fiancée. Je vais me marier dans 6 mois. Avec un homme bon qui me respecte, qui est présent, qui n'oubliera pas mon anniversaire parce qu'il est en train de conclure une affaire. Philippe vous aime ?» La question sortit avant que Raphaël ne puisse la retenir. Marianne ouvrit la bouche puis la referma. « Ce n'est pas votre affaire. Et vous l'aimez? Raphaël, arrêtez. Répondez-moi juste à ça et je promets de ne plus vous importuner. Vous l'aimez comme vous m'avez aimé un jour ?» Des larmes montèrent aux yeux de Marianne. « Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Vous n'avez pas le droit de revenir maintenant, après 3 ans, et de tout gâcher. J'allais bien, j'avançais. Je construisais une vie stable avec quelqu'un de fiable. Stable et fiable, oui, mais pas passionnant, pas vibrant, pas réel. » Raphaël savait qu'il dépassait les limites, mais il ne pouvait pas s'arrêter. « Marianne, j'ai tout gâché. Je le sais, mais s'il y a une chance,
même minime, que vous ressentiez encore quelque chose. S'il y a un doute dans votre cœur concernant ce mariage, s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Je dois y aller, dit Marianne, essuyant rapidement ses larmes. Vous n'auriez pas dû dire ça. Vous n'auriez pas dû revenir. Elle courut pratiquement de nouveau, à l'intérieur de l'institut. Raphaël resta dans le jardin, debout parmi les sculptures, se sentant à la fois terrible et étrangement plein d'espoir. Il avait semé le doute. Maintenant, il ne pouvait qu'attendre. Les jours suivants, Raphaël ne tenta aucun contact. Il respecta l'espace de Marianne, mais il continua sa transformation personnelle. Il continua la thérapie. Il commença à faire des activités qu'il avait toujours reportées. Il accepta l'invitation de sa sœur à dîner en famille tous les vendredis chez leur mère. Madame Cécile, déjà âgée de 70 ans, était ravie de voir son fils plus présent. « Tu es différent, mon fils, dit-elle un de ces vendredis, plus léger, plus présent. J'essaie, maman, j'essaie d'être meilleur. » Ce fut lors d'un de ces dîners que Béatrice mentionna casuellement quelque chose qui fit arrêter de mâcher Raphaël. « Tu sais, je discutais avec Julie, mon amie de fac. Elle travaille à la banque Leclerc. Et elle m'a raconté une chose étrange sur la famille Beaumont. Apparemment, la textile Beaumont ne va pas aussi bien qu'il y paraît. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'entreprise aurait de graves problèmes financiers. » Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre de problème? Je ne connais pas les détails. Julie ne pouvait pas en dire beaucoup. Secret bancaire et tout ça. Mais elle a insinué que la situation est délicate. Grosse dette. Possibilité de faillite. Après le dîner, Raphaël rentra chez lui et fit quelque chose qu'il savait discutable, mais nécessaire. Il utilisa ses contacts sur le marché financier pour enquêter discrètement sur la situation de la textile Beaumont. Ce qu'il découvrit dans les semaines suivantes le laissa choqué et furieux. L'entreprise était en faillite, complètement en faillite. Dettes envers les fournisseurs, les banques, litiges prud'homaux accumulés. Et il y avait des indices de fraude comptable pour masquer la situation. Philippe Beaumont était désespéré. Toute la famille l'était. Et le mariage avec Marianne n'était pas seulement une union romantique. C'était une opération de sauvetage. La famille Leclerc avait des liens profonds dans le système bancaire parisien. Le père de Marianne, Roger Leclerc, était un cadre supérieur retraité respecté avec des relations importantes. Le mariage apporterait non seulement du prestige, mais aussi l'accès à des lignes de crédit qui pourraient sauver la textile Beaumont. Raphaël trouva des emails divulgués, des documents qui pointaient vers des négociations entre les familles. Ce n'étaient pas des preuves concrètes, mais suffisantes pour former un tableau clair. Marianne était utilisée. La première réaction de Raphaël fut la colère, une colère profonde, viscérale. Il aurait pu détruire Philippe avec cette information. Il aurait pu tout révéler à Marianne, aux familles, au marché. Il aurait pu mettre fin aux fiançailles en quelques secondes. Mais il se souvint alors des mots de Dr Hélène sur la manipulation, sur le contrôle, sur le fait de réellement changer. Il prit un rendez-vous supplémentaire pour une séance de thérapie. Si j'utilise cette information pour les séparer, je ne serai pas différent de Philippe. Je manipulerai la situation à mon avantage, dit Raphaël, faisant les 100 pas dans le cabinet. Mais si je ne dis rien, elle se mariera sur la base de mensonges. Elle liera sa vie à un homme qui la voit comme une solution financière. Quelle pensez-vous être la bonne réponse? Demanda Hélène. Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis ici. Raphaël, vous pouvez offrir l'information sans l'utiliser comme une arme. Vous pouvez lui donner la connaissance sans rien exiger en retour. Laissez-la décider quoi faire. Ce serait respecter son autonomie. Raphaël passa des jours à réfléchir. Mais finalement, la décision fut prise. Il n'utiliserait pas l'information, pas encore. D'abord, il devait prouver son changement sincère. Il devait regagner la confiance de Marianne pour ce qu'il était maintenant, et non en exposant qui Philippe était vraiment. Si elle choisissait de rester avec son fiancé malgré tout, Raphaël accepterait. Mais elle méritait de faire ce choix en toute clarté sur qui, lui, Raphaël, était devenu. Et si la vérité sur Philippe devait éclater, il fallait que ce soit de manière naturelle, pas par manipulation. Raphaël décida de garder ce qu'il savait comme dernier recours. Ce n'est que s'il semblait que Marianne était réellement en danger, ou trompée de manière irréversible, qu'il interviendrait. Sinon, il laisserait le destin suivre son cours. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite.
avoir le pouvoir de détruire son rival et choisir de ne pas l'utiliser. Juin arriva, apportant le froid caractéristique de Paris. Raphaël maintenait sa routine transformée, mais y ajouta quelque chose de nouveau, le bénévolat. Il commença à enseigner les bases de la construction à des jeunes dans une ONG de la banlieue Est, partageant des connaissances qui pourraient les aider à trouver un emploi. C'était quelque chose que sa mère lui avait toujours demandé de faire, et il avait toujours trouvé des excuses. Maintenant, tous les mardis et jeudis après-midi, il était là, enseignant les calculs structurels de base et la sécurité sur les chantiers. Ce fut Béatrice qui fit circuler la nouvelle dans les cercles sociaux, et c'est ainsi que Marianne fut au courant. Elle apparut inopinément à l'un des événements de l'Institut, où Raphaël discutait avec un artiste de sa technique de peinture en couche. Quand il la vit s'approcher, son cœur s'emballa. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins de froideur, plus de curiosité. Ils sortirent de nouveau dans le jardin, comme si c'était leur espace pour les conversations difficiles. Le ciel de juin était clair et étoilé, rare pour Paris. « J'ai entendu dire que vous donnez des cours à des jeunes dans l'est de Paris, » commença Marianne. Raphaël hocha la tête. « Oui, 2 fois par semaine. Ce sont des jeunes incroyables, Marianne, tellement avides d'opportunités. Ça me rappelle qui j'étais. Et le travail? Comment arrivez-vous à équilibrer? J'ai appris à déléguer. J'ai découvert que mon équipe est bien plus capable que je ne l'imaginais, et que le monde ne s'écroule pas si je ne supervise pas chaque vis de chaque chantier. » Il esquissa un petit sourire. « Il a fallu 3 décennies, mais je comprends enfin ce qu'est l'équilibre. » Marianne l'étudia en silence un instant. « Vous avez vraiment changé. J'essaie, tous les jours. Parfois je me trompe encore. Je prends encore mon téléphone compulsivement ou je deviens anxieux quand je ne résous pas de problème. Mais j'apprends à respirer, à faire confiance, à être présent. Pourquoi, Raphaël? Pourquoi maintenant? » C'était la question qu'il attendait. Parce que vous revoir à cet événement il y a quelques mois, ça a été comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai réalisé que j'avais passé les 3 dernières années à construire des choses en béton pendant que ma vraie vie s'effondrait. Vous êtes parti parce que je n'étais pas là. Et vous aviez raison de partir. Je ne vous méritais pas à cette époque. Et vous pensez que vous le méritez maintenant. Je ne sais pas, mais je sais que je suis une meilleure personne que je ne l'étais. Et je sais que si j'avais une 2e chance, je ferais différemment. Non par obligation, mais parce que j'ai vraiment compris ce qui compte. Marianne s'enlaça, le froid de la nuit commençant à la gêner. Raphaël enleva son blazer et le lui offrit. Elle hésita, mais l'accepta, s'enveloppant dans le tissu qui portait encore sa chaleur et son parfum. « Raphaël, je suis confuse, » admit-elle, et la vulnérabilité dans sa voix la fit paraître jeune à nouveau. « Quand vous êtes parti, de ma vie, ça a fait très mal. Beaucoup plus que je ne l'ai laissé paraître. Il m'a fallu des mois pour me remettre. Et quand j'ai rencontré Philippe, il était tout ce que vous n'étiez pas. Présent, attentif, prévisible, sécurisant. Mais pas passionnant. Non, acquiesça-t-elle, et le mot plana entre eux comme une confession. Pas comme vous et moi l'avons été. Mais la passion s'éteint, Raphaël. On mûrit, on apprend à valoriser la stabilité, la camaraderie. Vous y croyez vraiment ou vous essayez de vous en convaincre? Marianne ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que vous reveniez maintenant, changé, étant tout ce que j'ai toujours voulu que vous soyez. Ce n'est pas juste de me faire douter d'un choix qui était déjà fait. Je ne veux pas être injuste. Je ne veux pas vous causer de douleur. Je veux juste que vous sachiez qu'il existe une option, que vous n'avez pas besoin de vous contenter du sécurisant si ce que vous voulez est le vibrant. Et si je vous donne une chance et que vous redevenez le bourreau de travail que vous étiez? Et si ce n'est qu'une phase? Et si vous me décevez à nouveau? Raphaël prit une profonde inspiration. C'était la question la plus difficile et la plus juste. Je peux vous promettre que j'essaierai tous les jours de ne pas être cet homme, mais je ne peux pas vous promettre la perfection. Je faillirai parfois, j'aurai des rechutes, mais la différence, c'est que maintenant, je sais que j'ai un problème, je le traite, et j'ai des outils pour y faire face. Ce n'est pas une guérison magique, Marianne, c'est un travail constant. Je dois réfléchir, j'ai besoin de temps. Vous avez 6 mois avant le mariage, j'attendrai aussi longtemps que nécessaire. Marianne lui rendit le blazer, comme si elle avait besoin de créer une distance physique pour penser clairement.
Je dois y aller. Philippe m'attend. Elle s'éloigna rapidement. Raphaël resta dans le jardin, l'observant partir, le cœur brisé, mais aussi plein d'espoir. Pour la première fois, elle avait admis qu'il y avait un doute. Pour la première fois, elle avait reconnu qu'elle n'aimait pas Philippe de la même manière. Les jours suivants furent torturants pour Raphaël. Il ne tenta pas de contacter Marianne, mais pensait constamment à elle. Pendant les séances de thérapie, Hélène l'aidait à gérer son anxiété. « Vous avez fait ce que vous pouviez, Raphaël. Vous avez montré un changement sincère. Vous avez offert une alternative. Maintenant, vous devez respecter son temps et sa décision. Forcer quoi que ce soit serait revenir aux anciens schémas de contrôle. » Raphaël savait qu'elle avait raison, mais c'était frustrant, surtout parce que le mariage approchait. Sur 6 mois, il en restait maintenant moins de 4. Septembre était de plus en plus proche. Ce fut un après-midi de juillet que tout changea. Raphaël était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Raphaël Dubois ?» La voix était masculine, jeune, nerveuse. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Théo Rivière. Je suis un ami de Philippe Beaumont. Enfin, j'étais un ami. J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de Marianne Leclerc. » Raphaël se redressa sur sa chaise. « Qu'est-ce qu'il y a à son sujet ?»« Je ne peux pas. Parler au téléphone. On peut se rencontrer, c'est urgent. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un café discret dans le 8e arrondissement. Théo était un homme d'une trentaine d'années, bien habillé mais visiblement mal à l'aise. Il commanda un expresso et alla droit au but. « Je sais que vous et Marianne avez été ensemble. Je sais que vous avez encore des sentiments pour elle. Et je sais qu'elle va commettre une terrible erreur si elle épouse Philippe. » Raphaël sentit son pouce accélérer. « Continuez. Philippe et moi nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons toujours été proches. Mais dernièrement, il a changé. Il est désespéré. L'entreprise familiale est en faillite, Raphaël. Complètement en faillite. Fraude, dette, procès. C'est un désastre. Et le mariage avec Marianne n'est pas une question d'amour. Il s'agit de sauver la famille Beaumont de la ruine. » Raphaël feignit la surprise, bien qu'il sût déjà tout cela. « Comment ça ? Le père de Marianne a des relations dans le système bancaire. Philippe pense qu'en l'épousant, il obtiendra l'accès à des lignes de crédit qui sauveront l'entreprise. Il y a des contrats déjà ébauchés, des négociations entre les familles. Marianne ne sait rien. Elle pense qu'elle se marie par amour. Pourquoi me racontez-vous cela ?» Théo soupira lourdement. « Parce que j'ai une conscience, parce que Marianne est une bonne personne qui ne mérite pas d'être utilisée. Et parce que, même si Philippe est mon ami, ce qu'il fait est mal. Il dit qu'il a développé des sentiments réels pour elle, que cela a commencé comme une stratégie, mais s'est transformé en amour. Mais je le connais. Je sais quand il est sincère et quand il se trompe. Et pourquoi ne le lui dites-vous? Pas vous-même. Parce qu'elle ne me connaît pas. Je ne suis qu'un ami du fiancé, mais vous, elle vous connaît. Elle vous a aimé. Si l'information vient de vous, elle aura du poids. Elle aura de la crédibilité. » Raphaël resta silencieux, assimilant tout. C'était exactement ce qu'il avait découvert par lui-même. Mais maintenant, il avait quelqu'un de l'intérieur prêt à tout confirmer. C'était la munition parfaite pour détruire les fiançailles. « Vous avez des preuves ?» demanda Raphaël. Théo poussa une enveloppe sur la table. Des emails, des messages, des extraits de contrats. Tout ce que j'ai pu réunir sans que Philippe se doute de rien. Raphaël prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que Philippe m'a confronté hier. Il a découvert que je n'étais pas à l'aise avec la situation. Nous nous sommes disputés, nous avons rompu notre amitié, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester silencieux. Ma conscience ne le supporte pas. Après le départ de Théo, Raphaël resta au café, tenant l'enveloppe. Son premier instinct fut de l'ouvrir, de tout lire, de courir jusqu'à Marianne et de dénoncer la supercherie. Mais il se souvint alors de sa conversation avec Hélène. Il se souvint de sa promesse de ne pas manipuler la situation. Il apporta l'enveloppe à la séance de thérapie suivante. « L'univers me teste, » dit Raphaël, jetant l'enveloppe sur la petite table entre lui et Hélène. « J'ai ici tout ce dont j'ai besoin pour mettre fin à ces fiançailles, des preuves concrètes que Philippe utilise Marianne, et j'ai une envie folle de m'en servir. » Mais vous m'avez appris que la manipulation est la manipulation, même quand elle est faite avec de bonnes intentions.
Si je donne ça à Marianne, je contrôlerai le récit. Je déciderai pour elle. Et quelle est l'alternative? Raphaël réfléchit longuement. Lui donner l'information sans arrière-pensée, lui dire ce que je sais, lui montrer les preuves, mais lui faire comprendre clairement que la décision lui appartient, que je ne fais pas ça pour la reconquérir, mais parce qu'elle mérite de connaître la vérité. Pouvez-vous faire cela sincèrement, sans attente de récompense? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Raphaël passa la nuit à répéter ce qu'il dirait. Le lendemain, il envoya un message à Marianne lui demandant de parler. Quelque chose d'important. Urgent. Elle mit des heures à répondre, mais finit par accepter de le rencontrer dans le même café où il avait rencontré Théo. Quand Marianne arriva, elle semblait fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux comme si elle n'avait pas bien dormi. Elle s'assit en face de lui avec une posture défensive. « Qu'est-ce qui est si urgent, Raphaël ?» Il prit une profonde inspiration et poussa l'enveloppe sur la table. « Avant d'ouvrir ça, je dois vous dire que je ne fais pas ça pour vous manipuler ou pour nous rapprocher. Je le fais parce que vous méritez de connaître la vérité. Ce que vous ferez de cette information est entièrement votre décision. » Marianne regarda l'enveloppe avec méfiance. « De quoi parlez-vous ?»« De Philippe, du mariage. Des vraies raisons derrière les fiançailles. » Elle pâlit. « Comment osez-vous ?»« Marianne, s'il vous plaît, lisez juste. Après, si vous voulez me haïr, si vous voulez me renvoyer, si vous voulez continuer le mariage même en sachant tout, je respecterai. Mais vous, qu'à devez savoir ?» Avec des mains tremblantes, Marianne ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Marianne lut chaque page, chaque email, chaque extrait de contrat. Raphaël observa son visage passer par une succession d'émotions. Confusion, incrédulité, colère, douleur. Quand elle eut enfin terminé, ses mains tremblaient. Elle remit tout dans l'enveloppe avec des mouvements mécaniques, comme si elle était sous le choc. « Marianne » commença Raphaël, mais elle leva la main, demandant le silence. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne sanglotait pas. Elle les laissa juste tomber, silencieuses et dévastatrices. « Il m'a utilisé, » dit-elle. Finalement, la voix à peine un murmure. Depuis le début, tout était calculé. Son ami Théo a dit que Philippe prétendait avoir développé de vrais sentiments, que cela avait commencé comme une stratégie, mais était devenu réel. Et vous croyez ça? La question était chargée d'amertume. Peu importe ce que je crois, ce qui compte, c'est ce que vous croyez. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Marianne ferma les yeux, respirant difficilement. Je dois y aller, je dois le confronter. Vous voulez que je vienne avec vous? Non, ça, je dois le faire seule. Elle prit l'enveloppe et se leva, mais avant de partir, elle regarda Raphaël avec une intensité qui le transperça. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi me l'avez-vous dit? Parce que vous méritez la vérité. Parce que même si vous ne voulez plus jamais me revoir de votre vie, vous ne méritez pas de construire un mariage sur des mensonges. Vous saviez que cela pouvait mettre fin à mes fiançailles. Oui. Et vous en bénéficiez. Aussi. Oui. Mais je l'aurais fait même s'il n'y avait aucune chance que nous nous remettions ensemble. Certaines choses sont plus importantes que ce que je veux. Marianne hocha la tête lentement, assimilant. Merci, même si ça fait mal maintenant, merci de me l'avoir dit. Elle quitta le café, laissant Raphaël seul avec son café froid et le cœur serré. Il ne savait pas ce qui allait se passer maintenant. Il ne savait pas s'il avait fait la bonne chose, il savait seulement qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Les jours suivants furent d'un silence absolu. Marianne ne répondit pas aux messages, ne décrocha pas les appels. Raphaël respecta son espace, bien qu'il fût rongé par l'inquiétude. Ce fut Béatrice qui finit par apporter des nouvelles, recueillies à travers le réseau de potins de la haute société parisienne. « Il y a eu un scandale », raconta Béatrice lors d'un déjeuner dominical chez Madame Cécile. Marianne a confronté Philippe devant sa famille. Ce fut un désastre. Cris, accusations, sa mère qui a fait une crise. Philippe a admis que les fiançailles avaient commencé comme une stratégie financière, mais a juré qu'il était tombé amoureux pour de vrai. Marianne n'a pas cru. Elle a annulé le mariage sur le champ. Raphaël ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Elle s'est isolée. Même sa famille n'arrive pas à lui parler correctement.
Je sais juste qu'elle a rendu la bague et a dit qu'elle ne voulait plus jamais revoir Philippe. Les semaines suivantes furent silencieuses. Raphaël ne tenta pas de contact, bien qu'il pensât constamment à Marianne. Il continua sa routine, ses cours à l'ONG, sa thérapie. Il traitait avec Hélène les sentiments confus d'avoir causé de la douleur à quelqu'un qu'il aimait, même en ayant fait la bonne chose. « Vous lui avez donné de l'autonomie », répétait Hélène. « Vous lui avez donné l'information et l'avez laissé décider. C'est du respect, Raphaël, pas du contrôle. » Ce fut fin août que Marianne donna enfin signe de vie. Un simple message. « On peut parler ?» Ils se rencontrèrent au bois de Boulogne, sur un banc près du lac. Marianne semblait plus mince, plus fatiguée, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une clarté qui n'était pas là avant. « Merci d'avoir respecté. »« Mon espace ?» commença-t-elle. « Comment allez-vous ?»« Mieux que je ne l'espérais, pire que je ne le voudrais. » Un sourire triste. « Je fais de la thérapie aussi. Je réalise que je suis restée avec Philippe pour les mauvaises raisons. La sécurité, la peur de me blesser à nouveau, la pression familiale. Mais pas l'amour, pas le genre qui compte. Je suis désolée d'avoir causé ça. Ne le soyez pas. Vous m'avez sauvée d'une erreur gigantesque. J'allais épouser un homme que je n'aimais pas, qui me voyait comme une solution à des problèmes financiers. Ce n'est pas une vie, Raphaël, c'est une prison. » Ils restèrent silencieux un instant, observant les canards sur le lac. « Et nous ?» demanda finalement Raphaël, prudent. « Existe-t-il une possibilité pour nous ?» Marianne se tourna pour le regarder. « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vous avez vraiment changé, je le vois. Mais j'ai peur, Rafa. Très peur de me blesser à nouveau, de croire et d'être déçu. Je comprends. Mais... » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis prête à essayer, lentement, sans promesse, sans pression. Juste deux amis qui se reconnaissent, qui reconstruisent la confiance. » Le cœur de Raphaël s'emballa. « Des amis ? Pour l'instant, j'ai besoin de vous faire confiance à nouveau avant de pouvoir vous aimer à nouveau. Ça doit être un processus, pouvez-vous respecter ça ? » « Je peux, je promets. Sans promesse, vous vous souvenez ? Juste des actions. » Raphaël sourit. Sans promesse, juste des actions. Ils commencèrent à se rencontrer chaque semaine pour des cafés. De longues conversations sur tout et rien. Raphaël racontait ses cours à l'ONG, ses progrès en thérapie, sa relation améliorée avec sa mère et sa sœur. Marianne partageait ses peurs, ses insécurités, son processus de guérison après la rupture. Il n'y avait aucun contact physique, pas de baiser, aucun toucher, à part une étreinte occasionnelle pour se dire au revoir. C'était parfois frustrant, mais Raphaël comprenait le besoin. La confiance ne se construisait pas du jour au lendemain. En septembre, lors d'une promenade à une foire d'art dans le Marais, Marianne s'arrêta devant une peinture intitulée « Nouveau départ ». C'était une toile abstraite avec des couches de couleurs, chacune transparaissant sous la suivante, créant profondeur et complexité. « C'est comme ça que je me sens, » dit-elle, regardant toujours l'œuvre. Des couches sur des couches, le passé encore visible sous le présent, mais créant quelque chose de nouveau. Raphaël se tint à ses côtés, observant également. « Vous pensez qu'un jour ces couches formeront quelque chose de beau ? Je pense qu'elles le font déjà. » Elle se tourna vers lui. « Vous êtes patient avec moi, Raphaël. Vous respectez mon temps. Vous le montrez par des actions, pas par des mots. C'est tout ce que je peux faire, et tout ce que je veux faire. » Ce soir-là, après avoir déposé Marianne chez elle, Raphaël reçut un message d'elle. « Merci pour aujourd'hui, pour tout. Je recommence à croire. » Ce fut en octobre que le premier test survint. Raphaël reçut une proposition de diriger personnellement un projet massif au Havre, une tour commerciale qui serait le plus grand projet de l'entreprise de construction. Cela exigerait une présence constante sur le chantier pendant au moins 6 mois. Des réunions à Paris au maximum 2 fois par semaine. Le Raphaël d'il y a 3 ans aurait accepté sans hésiter. C'était l'occasion en or. Mais le Raphaël d'aujourd'hui hésita. Il apporta la proposition à la séance de thérapie. « Si j'accepte, je m'éloignerai de Marianne justement au moment où nous reconstruisons quelque chose. Je répéterai le schéma qui nous a détruits. Mais si je refuse, je pourrais nuire à l'entreprise. C'est le plus gros contrat que nous ayons jamais eu. » « Existe-t-il une alternative ?» demanda Hélène. « Oui,
Je peux déléguer le projet à Robert, mon associé. Il est compétent, peut-être même plus que moi à certains égards. Mais cela signifie renoncer à diriger personnellement. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Raphaël réfléchit honnêtement, avec peur, comme si j'abandonnais une responsabilité, mais aussi soulagé, comme si je choisissais enfin ce qui compte. Alors vous savez déjà la réponse. Raphaël refusa de diriger le projet personnellement. Il confia la direction à Robert, restant seulement superviseur à distance. La décision causa de l'étonnement parmi les associés, mais ils respectèrent. Et quand Raphaël le raconta à Marianne lors d'un de leurs cafés hebdomadaires, il vit des larmes dans ses yeux. « Vous avez vraiment fait ça ?»« Oui, parce qu'un immeuble au Havre sera toujours là une fois terminé. Mais vous, Marianne, vous êtes unique. Et si je vous perds à nouveau en choisissant le travail, je ne me le pardonnerai jamais. » Ce fut à ce moment que Marianne prit sa main sur la table, le premier contact réel depuis des mois. « Je suis fier de vous. » Leurs mains restèrent entrelacées pendant le reste du café. C'était un petit pas, mais cela signifiait tout. Novembre apporta un autre défi. Raphaël eut une véritable urgence sur un chantier, un grave problème structurel qui exigeait une attention immédiate. C'était le même jour qu'une importante inauguration d'exposition que Marianne avait organisée, un événement auquel il avait promis d'assister. Raphaël était déchiré, mais cette fois, il fit différemment. Il l'appela, expliqua la situation avec honnêteté, s'excusa et demanda si elle comprendrait. « C'est vraiment une urgence ?» demanda Marianne, et il y avait de la tension dans sa voix. « Oui, si je n'y vais pas, des gens pourraient être blessés. Mais je comprends si vous ne me croyez pas. Je comprends si cela vous rappelle de mauvais souvenirs. » Silence de l'autre côté, puis un soupir. « Allez-y, résolvez le problème, mais tenez-moi informé, d'accord? Et on en parlera après. » Promis, désolé Marianne. Raphaël résolut le problème structurel en 2 heures, mais arriva à l'événement alors qu'il touchait à sa fin. Marianne était toujours là conversant avec des visiteurs. Quand elle le vit, elle s'excusa et vint vers lui. « Vous avez réussi à résoudre ?»« Oui, personne n'a été blessé. La structure est sûre. » Raphaël s'attendait à de la colère, de la déception, mais Marianne hocha simplement la tête. « D'accord. C'était une vraie urgence. Vous m'avez prévenu. Vous m'avez tenu informé. C'est différent de simplement ne pas se montrer. Vous n'êtes pas fâché? Je suis déçu de ne pas vous avoir eu ici toute la soirée, mais je comprends. Et plus important encore, vous avez communiqué. Avant, vous disparaissiez et m'envoyiez un message des heures plus tard. C'est une évolution, Rafa. » Ils parlèrent tard ce soir-là, assis sur les marches de l'Institut déjà fermé. Ils parlèrent d'attente, de communication, de la façon de gérer la réalité des urgences. Pour la première fois, ils sentirent qu'ils construisaient quelque chose de sain basé sur l'honnêteté et la flexibilité. « Je vous aime, vous savez, » dit Raphaël soudainement, les mots échappant avant qu'il ne puisse les filtrer. Marianne le regarda surprise. « Je sais, et j'y arrive. Pas encore complètement, mais j'y arrive. Combien de temps avez-vous besoin ? Je ne sais pas, mais je sais que je veux continuer d'essayer. » Et ce fut suffisant. Décembre arriva, apportant la chaleur caractéristique de l'été parisien. Raphaël et Marianne étaient officiellement ensemble depuis 2 mois, depuis cette nuit d'octobre où ils s'étaient enfin embrassés après un simple dîner dans un restaurant italien de Saint-Germain-des-Prés. Ce fut un baiser lent, chargé d'histoire, de douleurs surmontées, d'espoirs renouvelés, et il marqua le début officiel d'une relation complètement différente de celle qu'ils avaient eue auparavant. Cette fois, il y avait des règles, des conversations honnêtes hebdomadaires sur ce que chacun ressentait, des limites de travail claires que Raphaël ne dépassait pas, une thérapie individuelle pour les deux et éventuellement des séances de thérapie de couple pour apprendre à gérer les conflits de manière saine. C'était un travail exigeant. Cela demandait un effort conscient chaque jour, mais cela fonctionnait. Le plus grand test, cependant, était encore à venir. En janvier, alors qu'il planifiait un week-end à Honfleur, Raphaël reçut un appel qui le fit pâlir. C'était d'une entreprise multinationale de construction basée à Dubaï. Ils lui offrirent la direction d'une division entière, un projet urbain massif dans une autre métropole mondiale, un salaire astronomique, un prestige international, la réalisation ultime de tout ingénieur civil.
Raphaël prit un rendez-vous supplémentaire avec Hélène cet après-midi-là. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé professionnellement, dit-il, arpentant nerveusement le cabinet. C'est l'apogée de ma carrière. Une opportunité qui ne se présentera plus jamais. Et accepter signifie déménager, passer au moins 3 ans à l'étranger. Marianne a sa carrière ici, sa famille, ses amis. Je ne peux pas lui demander de tout laisser tomber pour me suivre. Vous en avez parlé avec elle? Pas encore. J'ai peur de la réponse. Peur qu'elle dise non et que je sois amer. Peur qu'elle dise oui et qu'elle le regrette après. Peur de refuser et de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Hélène resta silencieuse un instant. « Raphaël, puis-je vous poser une question difficile ?»« Bien sûr. Vous voulez vraiment y aller ou vous voulez fuir ?» La question le prit par surprise. « Comment ça? Vous construisez quelque chose de réel ici, une relation solide, une vie équilibrée, des liens profonds. Est-ce confortable? Non. Est-ce effrayant? Oui. Et quand nous avons peur, notre tendance est de fuir, de revenir à ce qui est familier. Et qu'est-ce qui est familier pour vous? Le travail, répondit Raphaël lentement. Ça a toujours été le travail. Quand les choses deviennent difficiles émotionnellement, je plonge dans le travail. Alors vous devez être honnête avec vous-même. Ce changement est-il une question de croissance professionnelle ou de fuite de l'inconfort de la croissance émotionnelle? Raphaël passa la nuit entière à y penser. Le lendemain, il parla à Marianne. Ils étaient dans son appartement, elle préparait du café pendant qu'il essayait de trouver les bons mots. « J'ai reçu une proposition de travail, dit-il finalement, à Dubaï. Direction d'une division internationale. 3 ans, au minimum. » Marianne arrêta ce qu'elle faisait. « Et vous voulez accepter? Je ne sais pas. C'est incroyable professionnellement. Mais cela signifie m'éloigner de vous, de tout ce que nous avons construit. Et si j'allais avec vous ?» Raphaël ne s'y attendait pas. « Vous feriez ça ?» Marianne s'assit en face de lui, prenant ses mains. « J'ai demandé si je ferais, je n'ai pas dit que je ferais. Je dois être honnête, Rafa. Ma vie est ici. Mon travail à l'Institut, que j'adore. Ma famille, mes amis. Je ne peux pas simplement tout laisser tomber et vous suivre à l'autre bout du monde. Je sais, et je ne vous le demanderai pas. Mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Vous voulez vraiment y aller ou vous utilisez cela comme une fuite ?» Raphaël sourit tristement. « Ma thérapeute m'a posé la même question. Et quelle a été votre réponse? Que je dois y réfléchir davantage, que peut-être j'ai peur de l'idée de continuer à grandir ici, d'affronter mes démons, de construire quelque chose de réel et de permanent, et que Dubaï serait une façon de revenir à ce qui est sûr, un travail constant, sans temps pour ressentir. » Marianne serra ses mains. « Alors vous savez déjà la réponse. » Raphaël passa une semaine à réfléchir. Il parla à Béatrice, à Madame Cécile, à Hélène. Tous avaient des opinions, mais la décision devait être la sienne. Ce fut lors d'une promenade matinale au bois de Boulogne que la clarté vint enfin. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester. Il voulait continuer à construire sa vie à Paris, aux côtés de Marianne, près de sa famille, enseignant à l'ONG, équilibrant travail et vie personnelle. Dubaï ne serait qu'une fuite de luxe, un retour aux anciens schémas masqués en opportunités professionnelles. Raphaël refusa l'offre. Quand il le raconta à Marianne, elle pleura. « Vous êtes sûr? C'est une opportunité unique. » « Je suis sûr, parce que la vraie opportunité unique est ici, avec vous, avec la vie que nous construisons. L'argent et le prestige, je peux les obtenir d'autres manières, mais cela, ce que nous avons, est irremplaçable. » Ce fut à ce moment que Marianne dit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient remis ensemble « Je t'aime ». Les 3 mots planèrent dans l'air comme un cadeau précieux. Raphaël sentit des larmes brûler ses yeux. « Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. » Ils s'embrassèrent là, au milieu du salon, scellant un engagement bien plus profond que n'importe quel contrat de travail. Les mois suivants furent consacrés à la construction. Raphaël et Marianne décidèrent d'emménager ensemble, trouvant un appartement dans le 16e arrondissement qui mélangeait son style moderne et son goût classique. Le déménagement fut progressif, prudent, toujours respectueux de l'espace de l'autre. Ce fut en mars que le passé de Raphaël refit surface de manière inattendue. Il reçut une lettre d'une adresse à Saint-Denis. Quand il l'ouvrit, son cœur s'arrêta.
C'était d'Alain Dubois, son père. La lettre était courte. Alain disait être sobre depuis 5 ans. Il disait être malade, sans préciser quoi. Il demandait une chance de parler, d'expliquer, de s'excuser. Il ne demandait pas pardon, juste une rencontre. Raphaël resta paralysé pendant des jours. Marianne trouva la lettre sur la table et la lut. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle gentiment. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut ignorer. Il m'a abandonné. Il a abandonné ma mère, ma sœur. Il n'a pas le droit de revenir maintenant. Et l'autre partie ?» Raphaël soupira. « L'autre partie veut des réponses, veut comprendre pourquoi, veut clore ce cycle. Alors, peut-être devrais-tu y aller. Pas pour lui, pour toi. » Il lui fallut 2 semaines pour rassembler son courage, mais Raphaël y alla finalement. Marianne proposa de l'accompagner, mais il préféra y aller seul. Alain vivait dans une maison simple à Saint-Denis. Quand il ouvrit la porte, Raphaël le reconnut à peine. L'homme qui l'avait abandonné à 7 ans avait maintenant une 60aine d'années, les cheveux gris, le corps trop maigre, les yeux fatigués. « Raphaël !» La voix trembla. « Alain !» Raphaël ne put l'appeler père. Ils parlèrent pendant des heures. Alain expliqua qu'il était alcoolique, qu'il luttait contre la dépendance depuis sa jeunesse, qu'il avait abandonné sa famille parce qu'il pensait que ce serait mieux pour tout le monde, qu'il avait passé des décennies perdues, allant de ville en ville, de travail en travail, qu'il avait finalement atteint la sobriété 5 ans auparavant grâce à un groupe de soutien, qu'il avait récemment découvert un grave problème cardiaque et réalisé qu'il pourrait partir sans jamais s'être excusé. Raphaël écouta tout avec un mélange de colère, de tristesse et étonnamment de compassion. À la fin, il dit « Je ne peux pas vous pardonner complètement, pas maintenant, peut-être jamais. Vous nous avez trop blessés. Vous avez blessé ma mère, qui a travaillé jusqu'à l'épuisement pour nous élever seuls. Mais je comprends que vous êtes humain, que vous avez commis des erreurs et que vous essayez de faire mieux maintenant. C'est tout ce que je peux demander, dit Alain, des larmes coulant sur son visage vieilli. Raphaël sortit de cette rencontre épuisé émotionnellement, mais aussi plus léger, comme s'il avait relâché un poids qu'il portait depuis 30 ans. Il traita tout cela avec Hélène lors des séances suivantes, comprenant comment cet abandon avait façonné toute sa vie, ses peurs, ses choix. En avril, lors d'une paresseuse matinée de dimanche, Raphaël et Marianne étaient en pyjama dans la cuisine, préparant du café, quand il dit simplement « Épouse-moi ». Marianne faillit faire tomber la cafetière. « Quoi ? Épouse-moi ? Pas besoin que ce soit maintenant. Pas besoin que ce soit une cérémonie gigantesque. Mais je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux construire une famille. Je veux vieillir à tes côtés. Je veux tout. » Raphaël Dubois, vous me demandez en mariage en pyjama ? Oui, parce que c'est comme ça que je t'aime, réel, imparfait, authentique, sans grands gestes théâtraux. Juste toi et moi étant qui nous sommes vraiment. Marianne commença à pleurer, mais elle souriait. Oui, oui, je t'épouse. Ils s'embrassèrent là, au milieu de la cuisine, avec du café à moitié plein et des pyjamas froissés, et c'était parfait. Raphaël n'avait pas de bague préparée, pas de discours répété, mais il avait la certitude, et il avait l'amour, et pour la première fois de sa vie, il avait la présence. 2 mois plus tard, en juin, ils organisèrent une fête de fiançailles intime sur le balcon de leur appartement. Amis proches, famille, quelques collègues de travail. Madame Cécile pleura de bonheur en voyant son fils enfin heureux. Béatrice fit un discours émouvant sur le fait de n'avoir jamais abandonné cet amour. Et, à la surprise de Raphaël, Alain apparut discrètement, invité par Marianne sans que Raphaël le sache. « J'ai pensé que tu devais avoir la chance d'avoir ton père présent à ce moment, » expliqua-t-elle, même si la relation est encore compliquée. Raphaël resta paralysé en voyant son père là, mais ensuite, dans une impulsion qui le surprit, il marcha vers lui et lui offrit une étreinte. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Pendant que la fête continuait, Raphaël et Marianne s'éloignèrent vers le bord du balcon, observant la ville illuminée. Paris s'étendait devant eux, chaotique et belle, pleine de possibilités. « Nous avons réussi », dit Marianne, posant sa tête sur son épaule. « Nous avons vraiment réussi. Oui, mais ce n'était pas facile. Et ce ne sera pas facile non plus à l'avenir. Nous nous disputerons.
Je faillirai parfois. Tu seras frustré avec moi. Je travaillerai trop à un moment donné et tu devras me ramener à la réalité. Je sais. Mais la différence, c'est que maintenant nous savons comment gérer cela. Nous avons des outils. Nous avons la communication. Nous avons un engagement réel. Raphaël la serra plus fort. Tu sais ce que j'ai appris ces 2 ans depuis que je t'ai retrouvé? Quoi? Que l'amour véritable n'est pas un conte de fées sans problème. C'est le choix quotidien de 2 personnes imparfaites qui décident d'évoluer ensemble. C'est affronter les défis avec courage et partenariat. C'est être présent, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Marianne se tourna pour l'embrasser lentement et profondément. En arrière-plan, ils entendaient les rires des amis, la musique douce, le brouhaha de la fête. Mais à ce moment-là, il n'existait que 2. À l'avenir, trinqua Marianne avec sa coupe de champagne. À l'avenir, fit écho Raphaël. À une vie réelle, construite jour après jour, brique par brique, ensemble. Et pour la première fois de sa vie, Raphaël Dubois se sentit complet. Non pas parce qu'il avait une femme à ses côtés, mais parce qu'il avait enfin appris à être présent, à valoriser ce qui compte, à choisir l'amour plutôt que l'ambition, la présence plutôt que l'absence, la croissance émotionnelle plutôt que la fuite par le travail. Il regarda Marianne, puis la ville qu'il avait aidé à construire, et enfin à l'intérieur de lui-même. Et il réalisa que l'œuvre la plus importante de sa vie n'était aucun gratte-ciel ou projet millionnaire. C'était l'homme qu'il était, devenu, un homme meilleur, un homme présent, un homme capable d'aimer et d'être aimé, et cela, il le savait, valait plus que n'importe quel contrat international ou reconnaissance professionnelle. Cela valait plus que tout. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël et Marianne a touché vos cœurs. Tout comme Raphaël a découvert que les constructions les plus importantes sont celles que nous édifions en nous-mêmes et dans les relations que nous cultivons, nous espérons que ce récit vous a inspiré à valoriser ce qui compte vraiment dans vos propres vies. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, des relations et du cheminement constant pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Dites-nous en commentaire, croyez-vous aux secondes chances en amour? Avez-vous déjà vécu une transformation profonde comme celle de Raphaël? Nous voulons entendre vos histoires et vos expériences. À la prochaine et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour changer, pour choisir d'être présent dans la vie des personnes que nous aimons.